messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce numéro de Malikura Tassira, saison 3. En 2023, le rapport développement économique et social du Mali est estimé à près de 700 milliards de francs CFA. Vous l'aurez certainement compris, il s'agit des Maliens établis à l'extérieur, une diaspora qui investit quasiment dans tous les secteurs socio-économiques du pays. On en parle avec le ministre en charge de la question, Moussa Ag Atayer, s'occupe également de l'intégration africaine. Cela dans un contexte géopolitique régional marqué par la création de l'AES, un enjeu qui sera aussi au cœur de cet entretien. Bonsoir, Monsieur le Ministre. Bonsoir. Et merci de votre présence. Merci à vous. Pour conduire cet entretien en plateau avec moi, ma consoeur de Mandé TV, Fadima Maïga, bonsoir. Bonsoir, Adidja. Tout d'abord, je vous invite à suivre ce reportage qui nous retrace quelques actions phares du département des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine, un dossier signé Boubacar Babli Touré. Ministère des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine, un département exclusivement dédié à nos compatriotes de la diaspora. Une volonté de l'État malien qui vise à soutenir, accompagner et protéger les Maliens où qu'ils se trouvent à travers le monde, conformément au point 7 de la lettre de cadrage du président de la transition remis au chef du gouvernement. Dans ce sens, plusieurs actions ont été réalisées par le département en charge de la question. Parmi elles, l'assistance de nos compatriotes vivant à l'étranger. Ces personnes ont bénéficié d'accompagnement en termes d'hébergement, d'assistance sanitaire, de kits d'insertion socio-professionnelle pour chaque rapatrié. La liste est loin d'être exhaustive. À cela s'ajoute le projet d'insertion et de réinsertion des migrants de retour et des jeunes tentés par l'exil. Lancé le 7 novembre 2024 par le chef du département, la cérémonie a été marquée par une série de remises de chèques à hauteur de 100 millions de francs CFA. À ces réalisations s'ajoute le rapatriement de plusieurs dépouilles mortelles. Aussi, le transfert de détenus maliens conformément aux conventions de justice bilatérale. En témoigne le cas de Yaya Sissé. Dans la même dynamique, le ministre Moussa Ag Atayer a effectué une mission d'urgence à Caille en mars dernier. Mission au cours de laquelle il a mis en place un comité de crise régionale. Dans le cadre du soutien aux initiatives de la diaspora, la plateforme Tunkamblo. Une volonté du chef du département qui consiste à rapprocher davantage les Maliens établis à l'extérieur du pays à travers une visioconférence. L'objectif est d'écouter et de comprendre les préoccupations et propositions des Maliens de la diaspora. Dans la même veine, le CEMEX, cadre de concertation avec les Maliens établis à l'extérieur, est créé. Le cadre se veut un organe consultatif sur la gestion des enjeux migratoires. L'une des activités non des moindres du département, la relecture de la politique nationale de migration PONAM, lancée en avril dernier. Un document élaboré par l'État malien en 2014 qui se présente comme un repère pour le gouvernement dans la gestion des questions migratoires. Un exercice qui a pour ambition d'aligner la politique migratoire à la vision de Malikura Tassira, Kabeni Sam Bafla, Anibioroni Saba, ainsi que les cadres juridiques internationaux. En ce qui concerne les initiatives de prévention de la migration irrégulière, des efforts ont été consentis dans ce sens. En témoigne la tenue du Forum régional sur la migration et la Journée internationale des migrants, couplée à la Semaine de l'intégration africaine. Enfin, pour ce qui est de la mobilisation de la diaspora intellectuelle pour le développement national, de janvier 2025 à ce jour, l'accent est mis sur le renforcement des capacités des ressources humaines au niveau national. Cela à travers l'expertise de compétences des Maliens de la diaspora, comme pour dire que le bien-être des Maliens établis à l'extérieur est et reste une priorité du gouvernement du Mali. Voilà un commentaire de Boubacar Babli Touré. Monsieur le ministre, tout d'abord, des questions d'actualité. Récemment, nous avons vu le gouvernement, à travers votre département, fortement engagé aux côtés des Maliens en détresse en Mauritanie. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Bonjour, encore une fois, merci pour cette opportunité que vous nous offrez pour échanger et transmettre à nos compatriotes qui vivent à l'extérieur un certain nombre d'initiatives en leur faveur. Pour la Mauritanie, vous aurez remarqué que depuis le mois de mars, il y a eu une série de refoulements de nos compatriotes de Mauritanie vers notre pays. Cela s'inscrit bien sûr dans le cadre des politiques migratoires internes à la Mauritanie et que nous respectons. Mais
À la place de commenter ce qui se passe ailleurs, notre devoir, et c'est ce que nous avons fait, c'est d'accompagner nos compatriotes, les accueillir dans la dignité et leur permettre de rentrer dignement dans leur famille. C'est ce qui est fait pour les milliers de Maliens qui ont été refoulés de Mauritanie jusqu'ici. Ils ont eu un accueil digne, un accompagnement matériel, financier et aussi une présence des autorités régionales et nationales. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que cette situation est derrière nous? On ne peut pas dire que la situation en Mauritanie est derrière nous. Tant qu'il y aura des politiques migratoires dans les États, il y aura des conséquences à gérer pour les pays d'origine. Nous sommes préparés à cela. Mais je pense que le plus important est fait. Le plus important, c'est le fait que nous avions couplé action diplomatique et action de terrain, action d'accompagnement. Action diplomatique, nous avons été porteurs de messages, personnellement porteurs de messages du président de la transition, chef de l'État, auprès de son frère mauritanien pour qu'une gestion partagée, coordonnée, soit faite de ces situations. Le message a été entendu. Nous avons été une deuxième fois avec le ministre des Affaires étrangères pour porter un autre message pour que tout se passe dans la diplomatie et dans la coordination des actions. Ça, également, c'est fait. Avant ces missions-là, notre ambassade n'avait pas accès au centre de rétention de nos compatriotes en Mauritanie, à Nouadhibou et dans d'autres régions de la Mauritanie. Désormais, ces choses faites, notre service consulaire à l'ambassade a accès à ces centres de rétention. Nous avons une idée du nombre de Maliens dans ces centres-là. Et mieux encore, depuis ces deux missions, désormais, quand les autorités mauritaniennes veulent renvoyer des Maliens au Mali, nous sommes saisis à l'avance, officiellement, avec le nombre de nos compatriotes, leur nom, leur identité et tout ça. Ce qui nous permet, nous, au niveau du ministère des Maliens établis à l'extérieur, de prendre les dispositions pour les réserver un accueil digne. C'est ce que nous faisons. Nous avons été à Caille pour rencontrer la première vague. Nous avons mis en place un comité de veille et de suivi au niveau du département. Nous avons mis en place un comité de veille au niveau de la région, de la ville de Caille, autour du gouverneur de Caille. Et nous avons même mis en place une équipe de suivi et de veille au niveau du village de Kabou, autour des autorités traditionnelles et de légitimité de cette ville-là. Donc je pense qu'un travail a été fait. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est que cela continue et que nos compatriotes soient traités dignement, aussi bien dans les opérations de rapatriement que sur la route qui les amène au Mali, et qu'à l'arrivée, qu'ils sentent qu'ils sont revenus chez eux. Cette situation n'est pas derrière nous, mais on peut dire qu'elle est gérée de manière efficiente et satisfaisante. Voilà, justement, on va parler du cas de Yaya Cissé, ce détenu qui était en Mauritanie et qui a été transféré au Mali grâce à l'implication des autorités maliennes, un acte qui a été salué par plus d'un. Peut-on espérer le même sort pour tous les Maliens détenus à l'étranger? Vous savez, ce cas est emblématique. Plusieurs actions ont été menées sous au moins 2 régimes successifs pour qu'ils soient transférés au Mali ou alors au moins qu'ils bénéficient d'une clémence là-bas en Mauritanie. Ça n'a jamais abouti. Grâce à l'engagement du président de la transition, chef de l'État, à son soutien et à sa solidarité vis-à-vis de tous les Maliens établis à l'extérieur, nous avons eu un dénouement heureux. Dénouement heureux parce que désormais, notre compatriote Yaya Cissé est au Mali. Grâce, bien sûr, à 2 choses. Relations diplomatiques entre le Mali et la Mauritanie, relations fraternelles, mais aussi grâce à une coopération judiciaire qui existe entre le Mali et la Mauritanie. Le tout mis ensemble, cela a permis que Yaya Cissé soit transféré au pays où aujourd'hui il est dans un centre de détention au Mali où il bénéficiera certainement de tout ce qu'il faut pour qu'il purge sa peine correctement et dans les meilleures conditions. Donc je profite de l'occasion pour saluer tous les Maliens qui se sont mobilisés autour de la cause de Yaya Cissé, sa famille et les Maliens à l'extérieur, les remercier pour l'engagement à ses côtés et aussi saluer les autorités mauritaniennes, la disponibilité du gouvernement mauritanien et l'esprit de fraternité qui a caractérisé la gestion de cette situation. Les autres Maliens qui sont dans la même situation, vont-ils bénéficier de la même issue? En tout cas, c'est ce que nous voulons.
C'est ce que nous souhaitons, c'est à cela que nous travaillons. Partout où nous allons avoir des nouvelles d'un Malien, à travers le monde, un Malien de l'extérieur, qui soit dans une situation de détresse à tous les niveaux, nous allons prendre les dispositions pour chercher à les secourir et à les ramener à la maison. Il y a des cas sur lesquels nous travaillons, et à l'image du cas de Yaya Cissé, nous ne voulons pas communiquer tant qu'il n'y a pas eu de solution. Et je pense qu'il y en aura. Et au moment venu, nous allons avec le même plaisir et le même enthousiasme informer nos compatriotes de l'ICI qui a été réservé à leur cas. Et cela m'amène à vous poser une question sur des cas d'assassinat. Le plus récent, c'est le cas du jeune Aboubacar Cissé, un jeune malien qui a été tué dans une mosquée en France. Où est-ce qu'on en est avec la gestion du dossier? Notre compatriote Cissé a été assassiné en France injustement. Il a été assassiné dans une mosquée, ce qui est encore plus grave, pendant qu'il pratiquait son devoir de musulman. Très vite, les autorités maliennes, à travers nos représentations diplomatiques et consulaires, ont pris les choses en main. La famille de Boubacar Cissé a été accompagnée du début jusqu'à l'arrivée du corps du défunt au Mali. Il a bénéficié de l'assistance du consul, de l'ambassadeur. Des actions ont été engagées. Une demande de poursuite judiciaire a été engagée. Nous suivons la situation avec notre représentation diplomatique et nous allons assister, accompagner nos services consulaires et diplomatiques pour que la vérité éclate et que le défunt repose en paix en bénéficiant d'une justice équitable. Mais ce qui s'est passé n'est ni plus ni moins qu'un acte de terrorisme. Nous continuerons à condamner tout type d'acte lâche, injuste, barbare qui s'opère pas seulement contre un citoyen malien, mais contre tout être malien où qu'il se trouve. D'accord. Monsieur le ministre, globalement, aujourd'hui, quelle est la situation des Maliens établis à l'extérieur? Les Maliens de l'extérieur ne sont pas tous dans une même situation pour la qualifier. Comme vous le savez, notre diaspora est répartie sur tous les continents, à travers le monde. Mais je saisirai cette occasion pour faire une clarification sur les lieux de résidence de nos compatriotes. Parce que les gens, quand on parle de la diaspora malienne, des Maliens à l'extérieur, on pense à l'Europe, on pense à Montreuil, à Saint-Denis. Non. La majorité de la diaspora malienne se trouve en Afrique, et particulièrement en Afrique voisine, pour ne pas dire en Afrique de l'Ouest. Ensuite, elle se trouve en Afrique de l'Est, elle se trouve en Europe, en Asie, en Amérique, un peu partout. Elle est caractérisée, cette diaspora, par des valeurs reconnues. Parce que partout où je suis passé à l'étranger, où j'ai rencontré les autorités des pays où résident nos compatriotes, j'ai été heureux d'entendre ceci de leur bouche. Les Maliens constituent une communauté respectueuse des lois, travailleuse et engagée. Donc partout où notre diaspora se trouve, nous avons une diaspora dévouée, travailleuse et déterminée à continuer à accompagner les villages, la famille, la communauté et le pays. Tout n'est pas rose, bien évidemment, selon que le pays où il réside soit doté d'une politique migratoire dure ou pas. Et d'ailleurs, de plus en plus, on assiste à un durcissement des politiques migratoires, particulièrement en Europe. Bien sûr, nos compatriotes qui vivent dans ces pays-là vivent difficilement, surtout ceux qui sont en situation irrégulière. Par contre, il y a ceux qui sont en situation régulière qui bénéficient des avantages aussi qu'offrent ces pays. Il y a ceux qui n'ont aucun problème et qui ont réussi et qui font la richesse de notre pays. Donc globalement, notre diaspora se porte bien, avec des difficultés comme toutes les diasporas du monde, mais avec une caractéristique très satisfaisante, celle d'une diaspora engagée, travailleuse et respectueuse des lois des pays où elle réside. Vous l'avez dit, le Malien se trouve un peu partout dans le monde. Et à combien peut-on estimer le nombre de nos compatriotes installés à l'extérieur? Vous avez une idée du nombre? Oui, nous avons une idée, nous estimons à peu près, et ça, je préfère être clair dès au début, c'est une statistique qui a vécu, je pense qui a besoin d'être actualisée. Sinon, nous avons officiellement 6 millions de Maliens à travers le monde, c'est une
diaspora importante, mais nous sommes sûrs qu'aujourd'hui, nous avons dépassé de loin ce nombre-là. Monsieur le ministre, vous l'avez dit, beaucoup de pays font une politique, met en place ou renforcent une politique migratoire de plus en plus accrue par les expulsions. On dénombre des Maliens dans ces chiffres-là et dernièrement, on va dire, entre novembre 2024 à avril 2025, combien de Maliens sont rapatriés? Nous gérons quotidiennement les questions de rapatriement. Il y a beaucoup de rapatriements liés justement, comme vous l'avez dit, aux politiques migratoires des pays qui deviennent de plus en plus dures. Et d'ailleurs, je voudrais ajouter que ce n'est pas seulement les pays européens qui durcissent leur politique migratoire. Nous avons parlé du cas de la Mauritanie. Vous avez les autres pays de l'Afrique du Nord, Algérie, Tunisie, Maroc, Libye. Tous ces pays-là ont durci leur politique migratoire. Donc, ce durcissement de politique migratoire provoque des vagues importantes de rapatriement. Juste sur la petite période que vous avez indiquée, octobre à avril, nous sommes à plus de 11 000 Maliens rapatriés. Donc ça montre quand même que c'est des rapatriements de masse. Ces rapatriements, bien sûr, nous les gérons conformément à notre vision, à la vision du gouvernement du Mali, qui consiste à dire que nous ne pouvons pas empêcher les refoulements de nos compatriotes, mais chaque fois qu'ils seront refoulés, chaque fois qu'ils seront sur le sol malien, ils bénéficieront de l'assistance nécessaire pour leur réintégration, réinsertion et aussi pour qu'ils retrouvent leur famille dignement. Il y a une hausse évidente avec ce nombre quand même élevé de Maliens rapatriés sur le sol malien. Vous prenez quoi comme disposition pour pouvoir gérer ce rapatriement de manière convenable? La gestion des migrants maliens de retour bénéficie pratiquement d'une batterie de dispositifs au sein du ministère. Nous avons des actions de réintégration, nous avons des actions de valorisation et des actions d'accompagnement divers. Pour faire simple, quand nous recevons un groupe de Maliens rapatriés, la première action que nous mettons en place, c'est de les accueillir à l'aéroport. Ensuite, de les installer dans une cité dédiée pour cela, qui relève du ministère des Maliens établis à l'extérieur, où ils bénéficient du logement, de la nourriture et du repos nécessaire. Au même moment, s'active le mécanisme d'accompagnement et d'octroi des kits de réinsertion, de réintégration. Et ensuite, nous avons un mécanisme carrément de financement de projets des migrants de retour et nous avons un mécanisme aussi de formation. Donc c'est pour vous dire vraiment, et d'ailleurs je me réjouis que beaucoup de nos partenaires citent le Mali comme exemple. Nous sommes un des rares pays qui a mis en place autant de mécanismes pour assister sa diaspora, pour assister ces migrants de retour. Est-ce que ça a un suivi qui est sur une certaine durée? Juste en termes de rapatriement et d'accompagnement de ces migrants de retour maliens, nous avons injecté dans ce volet 1,6 milliard. Ça c'est budget national, combiné les rapatriements et l'accompagnement. Et en partenariat, parce que ces questions ne peuvent pas être gérées seulement au niveau du département. Donc nous avons des partenaires, particulièrement l'Organisation internationale pour les migrations. À elle seule, elle a injecté pas moins de 13 milliards de francs CFA dans les affrètements d'avions, dans les transports en vols commerciaux, etc. Donc c'est pour vous dire qu'il y a au moins 14 milliards de francs CFA qui sont injectés. Je pense que là aussi, ce n'est pas partout que ça se passe. Les résultats probants, il y en a. Nous avons des cas de réussite. Nous avons des migrants maliens qui ont échoué dans leur parcours migratoire, qui sont revenus à travers ces circuits, qui ont bénéficié des financements de projets et qui ont réussi. Et là, il y a à peine un an, et chaque année nous allons le faire, nous avons financé à hauteur de 100 millions de francs CFA les projets qui nous soumettent les migrants de retour. Projets d'élevage, projets d'agriculture, projets de métiers, ateliers de couture, menuiserie, etc. Donc, je pense que c'est des petites échelles, mais ces échelles-là, bien suivies, bien encadrées, peuvent faire de ces Maliens de retour des cas de réussite chez eux au Mali.
Merci. Alors, Monsieur le ministre, les envois de fonds de la diaspora représentent une contribution majeure à l'économie malienne. Je le disais au début de cet entretien, environ 700 milliards de francs CFA en 2023. Quelles sont les mesures concrètes prises par votre département pour capitaliser cette ressource en investissement durable? Effectivement, pas moins de 700 milliards sont injectés dans l'économie nationale par les fonds envoyés ou transférés par notre diaspora à travers le monde. Ça, c'est les données officielles, les données des structures bancaires officielles, structures bancaires internationales, régionales et sous-régionales. Mais nous estimons que c'est pas moins de 1000 milliards par an. Quand on compte l'informel. Nos frères de la région de Caille, par exemple, qui ont leur propre système d'envoi d'argent qui ne passe pas par les canaux bancaires. Donc, c'est 1000 milliards au moins. 700 milliards, c'est le montant officiel. Et qu'est-ce qu'on fait pour que ces 700 milliards soient injectés de manière judicieuse et efficiente? Le gouvernement a pris un certain nombre de dispositions depuis un certain nombre d'années pour faciliter l'investissement productif de ces fonds-là. Nous avons créé un guichet unique pour la diaspora parce que parmi les raisons qu'ils nous donnent, qu'ils évoquent pour justifier l'intensification de l'informel et le dessus qu'ils prennent sur le formel, on avance les difficultés administratives, les difficultés de création de son entreprise, etc. Donc le guichet unique dédié à la diaspora a été créé en 2023, justement pour faciliter cet investissement productif de notre diaspora. Nous avons aussi mis en place un système d'exonération pour les investisseurs de la diaspora qui veulent investir dans le pays. Nous avons mis en place un cadre de conseil au sein du département pour tout Malien qui veut investir et qui vient vers le département, va bénéficier de l'expertise et de l'assistance technique de tout le ministère et des techniciens experts de notre département. Donc, il y a des actions qui sont menées. Je pense que de plus en plus, nous avons des compatriotes qui commencent à investir. Vous avez des cas emblématiques. Je ne vais pas rentrer dans les noms, mais nous assistons à un retour très satisfaisant et salutaire de nos compatriotes qui investissent dans l'économie nationale. Petite curiosité, Monsieur le ministre, plus de 700 milliards envoyés. Généralement, nos compatriotes, ils investissent dans quel domaine au Mali? C'est là que le bas blesse, parce que 700 milliards, c'est énorme, mais 700 milliards investis dans l'informel, c'est invisible. Quand ils envoient de l'argent, c'est pour faire des forages, c'est pour faire une maternité au village, des écoles. Donc ça, c'est le social. Et le social ne développe pas. Le social, il aide les populations à vivre, mais il ne développe pas et il ne crée pas de la richesse. C'est pourquoi nous travaillons et nous sensibilisons pour leur dire d'investir là où ils vont créer de la richesse, là où ils vont aider leurs enfants, leurs frères, leurs sœurs à avoir du travail. Et je suis heureux de voir que ces messages sont en train d'être entendus et de plus en plus, il y a des Maliens qui vont vers cet investissement productif. Monsieur le ministre, dernièrement, on dira, en février 2025, vous avez lancé une plateforme qui s'appelle Tunkamblo, un espace virtuel dédié à la diaspora qui permet essentiellement de récolter leurs attentes et aspirations. Quel est l'objectif de cette initiative? Cette initiative est partie d'un constat. Constat né de nos échanges avec nos compatriotes, avec notre diaspora. Ils ont souvent, parfois, l'impression de ne pas avoir accès aux autorités. Ils ont parfois l'impression de ne pas être suffisamment écoutés. Ils ont souvent l'impression qu'on ne leur demande pas leur avis ou pas suffisamment. Ensemble avec mes collaborateurs, nous avons décidé, en plus de tous les cadres qui existent déjà, mais nous avons jugé nécessaire de créer un cadre plus direct. Quel Malien, que ça de la diaspora ou même de l'intérieur, ne vous a pas dit une fois, nous sommes à la ministère de la Maseka Moye, moi chimane la main, le conseil technique ou Kadaou Tuglendo. Donc on s'est dit, il faut mettre fin à ça. Non seulement ils vont avoir accès à tous mes conseillers techniques, à tous mes chargés de mission, à tous mes collaborateurs, les directeurs de services, mais ils vont avoir accès à moi aussi. La porte, elle est grandement ouverte. Il faut l'ouvrir
encore davantage. Et c'est ce que ça veut dire. Donc Tonkamblo, c'est une plateforme digitale et un rendez-vous périodique. Tous les 3 mois, d'ailleurs on va ramener à 2 mois, nous parlons avec nos compatriotes à travers le monde, à travers des vidéoconférences, des vidéo-échanges. Ces échanges sont directs. Nous ouvrons la session, bien sûr, il y a des ambassadeurs et consuls qui nous aident à regrouper ou à organiser matériellement dans les ambassades et consulats. Mais dès que j'introduis la session, je donne la parole aux Maliens. Et je leur dis, dites ce que vous pensez. Sans aucun filtre, sans gants, nous allons vous écouter et nous allons noter. Et à la prochaine session, nous allons vous revenir avec des réponses. C'est un exercice éminemment démocratique, d'écoute et d'approche. Nous allons continuer à l'amplifier. Nous avons déjà des échos ou des retours de la satisfaction et de l'engouement de nos compatriotes à cet exercice-là. Et c'est pratiquement la philosophie et la vision du gouvernement et des autorités de la transition que nous avons exprimée à travers Tonkamblo. Est-ce que l'ensemble de la diaspora a accès à cette plateforme? Oui, nous avons organisé, il y a carrément une équipe au ministère dédiée à l'organisation des sessions de Tonkamblo. Donc c'est vraiment quelque chose qui est pris très au sérieux dès qu'on a vu qu'il y a de l'engouement. Donc il y a vraiment tout l'intérêt et nous allons continuer vraiment à renforcer. Après chaque session, nous tirons des leçons, nous corrigeons ce que nous pensons être des insuffisances et nous avançons. Donc l'engouement est là, les résultats également sont visibles et je pense que ce n'est que bénéfique pour nous et pour la diaspora. Voilà, Monsieur le ministre, vous avez dit, vous avez la possibilité de communiquer avec les Maliens établis à l'extérieur par visioconférence. Ils vous ont certainement parlé des difficultés d'accès ou de correction des cartes NINA, consulaires ou d'identité. Qu'est-ce qui crée ces difficultés? Les difficultés liées aux documents d'identité, de voyage, d'acte de naissance, de NINA, c'est une réalité. Mais cette réalité, elle est liée aussi à plusieurs choses. Les changements réguliers de nom, les changements, les besoins d'adaptation de son identité à sa réalité migratoire, le besoin de ramener sa date de naissance pour qu'elle soit conforme à l'opportunité qu'on trouve dans les pays où on est en train de migrer. Les réponses ne viennent pas à souhait. Les réponses que nous donnons à ces demandes, à ces préoccupations ne sont pas à la hauteur des attentes de nos compatriotes. Donc ces difficultés sont là, mais je tiens à rassurer notre diaspora que depuis plusieurs années, et d'ailleurs de plus en plus, le gouvernement a pris à bras le corps la difficulté liée à l'accès aux documents administratifs et aux documents d'identité. C'est pourquoi il y a un cadre interministériel qui a été créé, ministère des Maliens établis à l'extérieur, ministère de l'administration territoriale, ministère de la sécurité, ministère de la justice, pour que régulièrement nos cadres se rencontrent et qu'ils traitent ensemble les demandes et les réalités liées à cette question de documents administratifs. Une loi a été votée justement pour faire une dérogation spéciale et prolonger les délais d'attente pour que les gens puissent se régulariser à temps. Et ce travail continue, mais on parlait de Tonkamblo, c'est la digitalisation en marche. La digitalisation de l'administration est prise aussi en compte à notre niveau. C'est pourquoi avec le ministère des Affaires étrangères, il y a une nouvelle plateforme qui a été lancée par le chef de l'État il y a quelques mois. Cette plateforme permet à tous nos compatriotes, où qu'ils se trouvent, de faire leurs demandes en ligne, d'avoir une réponse en ligne et d'avoir un rendez-vous en ligne là pour parler avec un agent consulaire ou avec un agent de l'ambassade pour trouver une réponse à sa demande. Donc je pense que ces questions-là sont réelles, les problèmes sont réels, mais les initiatives, les actions engagées, mises en place par le gouvernement, nous permettent de croire que dans les prochains mois, dans les prochaines années, la question d'accès aux documents d'identité, aux documents administratifs pour notre diaspora sera résolue.
Fadima. Monsieur le ministre, parlons de la rélecture de la politique nationale de la migration qui a été engagée par votre département 10 ans après son adoption. Quelles en sont les raisons et quelles orientations nouvelles sont envisagées? C'est un document de référence qui existe depuis une dizaine d'années. Nous avons procédé à un petit bilan à mi-parcours de cette politique et nous sommes très vite rendus compte qu'il y a le besoin de revoir un certain nombre de choses. Vous savez, les questions migratoires sont dynamiques, elles sont évolutives, elles sont changeantes. On a parlé tout de suite des politiques des États qui sont changeantes, qui se durcissent pour certaines. Il y a des nouveaux fléaux. Les questions environnementales n'étaient pas suffisamment prises en charge dans la politique nationale de la migration du Mali. Les questions de genre se sont développées. Les questions des mineurs se sont ajoutées. La conformité de notre politique avec les mécanismes internationaux en la matière ont besoin d'être adaptés, régularisés. Donc, il y a un certain nombre de besoins d'actualisation de notre politique. C'est pourquoi nous avons procédé à ça, au lancement de sa relecture, et nous espérons sortir avec un document robuste qui prenne en charge l'ensemble de ces réalités, qui nous donne un champ plus adapté d'application d'un certain nombre d'actions, mais aussi qui permettent au Mali d'être une référence. Et aussi, vous avez vu les nouvelles réalités. On a parlé des rapatriements, des refoulements de nos compatriotes dans tous ces pays dont on a parlé. Il y a une défaillance aussi à ce niveau. Il y a des mécanismes de riposte qui doivent être soit créés là où il n'y en a pas, soit renforcés là où ils sont timides, pour que, quelle que soit la politique migratoire d'un pays, qu'il soit un pays voisin ou un pays lointain, que ces politiques ne briment pas ou ne détruisent pas nos compatriotes parce que tout simplement, ils n'ont pas pu accéder à leur premier objectif dans leur migration. On a quand même une certaine évolution de la migration féminine. Comment cette politique, justement, prend en charge la migration féminine? Avant, la migration était l'apanage des hommes, des jeunes hommes qui ont la force physique de traverser les épreuves, de traverser les mers, de traverser les déserts. Mais ces derniers temps, la migration n'est plus une question d'hommes jeunes, forts physiquement. C'est devenu une question de jeunes filles, parfois des filles mineures, qui décident de partir, désarmées, vulnérables, très souvent victimes. Et qu'est-ce qui est fait pour prendre en charge les questions de genre dans notre politique migratoire? Qu'est-ce qui est fait pour mieux protéger la jeune fille mineure ou la femme tout simplement qui a pris ces parcours pour lesquels elle n'est pas suffisamment préparée? Qu'est-ce qui est fait? On doit faire des choses. Et les mineurs également, qu'ils soient hommes ou femmes, deviennent de plus en plus importants dans les lots de migrants irréguliers. Donc ces questions-là, la question féminine, la question du genre est une question centrale et je suis entièrement d'accord que c'est une nouveauté, mais c'est une nouveauté qu'on va prendre en charge, qu'on va traiter dans notre nouvelle politique nationale de la migration. Monsieur le ministre, les Maliens veulent savoir, en 2023, il y a eu les États généraux de la migration, à l'issue duquel il fallait faire un diagnostic sur la migration des citoyens maliens. Il y a eu des recommandations, les Maliens veulent savoir quelle est la suite. Ces recommandations, je puis vous rassurer et rassurer nos compatriotes de la diaspora que ces recommandations ne sont pas dans un tiroir au ministère des Maliens de l'extérieur. Elles ont fait l'objet d'un conseil de cabinet autour du Premier ministre, un conseil spécial autour du Premier ministre sur les recommandations des États généraux des Maliens de l'extérieur. Et un certain nombre a commencé déjà à faire objet de mise en œuvre. J'ai le plaisir d'informer nos compatriotes qu'au moment où je vous parle, le cadre de concertation avec les Maliens de l'extérieur est une réalité adoptée en Conseil des ministres et la première réunion technique du cadre de concertation avec les Maliens de l'extérieur aura lieu dans les prochains jours. Ensuite, les États généraux ont recommandé la création de la semaine des Maliens de l'extérieur. Et la création de cette semaine va permettre à des familles maliennes à travers le monde
pendant cette semaine-là, de venir bien sûr participer à la célébration de cette semaine des Maliens de l'extérieur, mais aussi venir avec leurs enfants ou avec leurs petits-enfants, qu'ils découvrent le Mali, qu'ils découvrent sa culture. Donc je voudrais vraiment rassurer les Maliens établis à l'extérieur que l'ensemble des recommandations pertinentes, retenues telles quelles par le gouvernement, ont pour certaines connu un début de mise en œuvre, certaines dans les circuits d'approbation et certaines continuent de faire l'objet d'échanges intenses en vue de leur mise en œuvre. Alors, Monsieur le ministre, vous êtes en charge également de l'intégration africaine. Le Mali est une terre d'accueil et d'hospitalité. Beaucoup de nationalités vivent chez nous. Comment se passe cette intégration? Le Mali, de par son histoire légendaire d'hospitalité, est un des rares pays encore à n'avoir jamais instauré un système de carte de séjour pour un Africain, d'où qu'il soit. Ce qui explique que nous rencontrons aujourd'hui d'importantes communautés africaines, sœurs au Mali, qui sont épanouies, qui sont intégrées, qui bénéficient d'un droit systématique dès qu'ils sont au Mali, un droit d'établissement, un droit de travail, un droit d'entreprise. Je suis heureux de le remarquer. Nous travaillons étroitement avec les communautés africaines établies au Mali, qui sont très bien organisées à travers la Fédération des communautés africaines, qui sont impliquées dans la plupart de nos activités liées à l'intégration africaine. Donc, l'ensemble des Africains, des communautés africaines vivant au Mali sont intégrés, bien intégrés. Bien sûr, je dois reconnaître qu'elles sont aussi respectueuses des lois, des valeurs de la culture malienne. Et je suis impressionné récemment, à travers la Semaine nationale de l'intégration africaine, de découvrir que la plupart des responsables des communautés de ces pays sont mariés à des Maliens, donc pères d'enfants maliens. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau pour l'Afrique que ce métissage biologique, ce métissage culturel et cette hospitalité légendaire qui, à l'image du pays, nous souhaitons voir l'ensemble des États africains, de nos frères États africains, nous souhaitons les voir adopter les mêmes pratiques. Et vous avez une idée du nombre de nos frères africains qui vivent chez nous et ils évoluent généralement dans quel domaine? J'en ai vu qui sont chefs d'entreprise, qui ont créé leur société et qui ont réussi dans l'agriculture, dans l'élevage. J'en ai vu aussi qui sont dans les technologies de l'information et de la communication. Beaucoup de nos frères africains ici sont aussi dans les métiers. On en a aussi qui sont même dans l'enseignement. Avec la création de la Confédération des États du Sahel, quelles sont les dispositions, Monsieur le ministre, prises par votre ministère pour garantir la libre circulation et la protection des Maliens résidant dans l'espace AES? Au niveau de la diplomatie, je pense que les choses se passent excellemment. Nos compatriotes du Niger et du Burkina n'ont aucune difficulté à circuler pour venir au Mali et inversement au Niger, le Mali de même. Mais mieux encore, il s'agit de créer les conditions de développement pour qu'il y ait la circulation aussi des biens, des services et qu'il y ait des infrastructures. Je pense que vraiment aujourd'hui l'AES, l'espace AES est un espace où la libre circulation des personnes, la libre circulation des biens, la sécurité des citoyens de l'AES constitue une priorité et constitue aussi une réalité. Des actions de développement sont initiées, je pense que vous les suivez, pour que cette intégration au sein de l'espace AES soit davantage une réalité. Qu'en est-il de l'espace CEDEAO pour nous, les Maliens résidant dans cet espace? Le fait d'avoir quitté la CEDEAO n'est pas synonyme de la fin de la libre circulation et de la résidence et de l'établissement de nos compatriotes dans les pays de la CEDEAO. Je voudrais rassurer nos compatriotes qui vivent dans ces pays, dans les pays de l'espace de la CEDEAO, qu'au niveau bilatéral déjà, le Mali est en train d'engager toutes les discussions nécessaires, le dialogue bilatéral nécessaire pour assurer et garantir la sécurité, l'établissement, la résidence, la préservation des intérêts et la préservation aussi des investissements de nos compatriotes dans ces pays-là. Et en même temps, nous avons engagé un dialogue avec la CEDEAO qui se passe très bien. Et je pense qu'il se passe dans un respect mutuel et dans une prise en charge des préoccupations communes.
Alors, Monsieur le ministre, il y a l'ANCD également qui a baladé son micro pour prendre l'avis des Maliens sur la situation de la diaspora et de l'intégration africaine. Suivons ensemble. Un Malien établi à l'extérieur, c'est la pièce, la fameuse carte biométrique. Et cette carte biométrique aujourd'hui pose énormément de problèmes à nos compatriotes qui sont établis à l'extérieur. Mais ce que je vais suggérer, il faut anticiper. Pourquoi ces refoulements? Il faut être en accord commun avec l'ambassade établie dans les pays respectifs pour que les refoulements ne soient pas eu lieu. Les Maliens qui sont à l'extérieur souffrent. Les problèmes de papier les posent beaucoup de problèmes à l'extérieur. Voilà, ils doivent penser à ça. En Mauritanie, tout récemment, quand les Maliens ont eu des problèmes là-bas, le ministère a dépêché des gens pour aller à Nouakchott pour résoudre la crise. Et je les invite à faire des mieux encore pour le cas des refoulements. Je pense qu'ils font de leur mieux. Nous faire refouler si nous n'intégrons pas une politique de développement. Je pense que c'est là qu'il y a le problème. Nous, Maliens, nous devons intégrer une politique de développement afin qu'on puisse se faire respecter à l'extérieur. Je pense que le problème se réside à ce niveau-là. Je n'ai jamais entendu qu'un bon nombre d'Américains se sont fait refouler ou des Japonais qui se sont fait refouler. Donc le problème se situe au niveau du développement. On doit se faire respecter. Ils sont dans un premier temps confrontés à des problèmes de refoulement pour faute peut-être de carte de séjour ou encore de carte d'identité même NINA que nous avons conçu et admis chez nous ici comme une carte identitaire universelle, c'est-à-dire qui peut nous permettre d'aller partout dans le monde. Avant que l'on soit à ce point, il faudra chercher à gérer en amont le problème qui se pose aux Maliens de l'extérieur pour qu'on en vienne là. Notamment, il faut avoir une bonne politique de gestion avec les pays partenaires. Le ministère qui est en charge de ces Maliens qui sont en diaspora, c'est de tenir compte de leurs préoccupations, de leurs occupations. Et aussi une pensée pour ces gens-là aussi qui sont là-bas, de penser fort aussi à leur pays et de se tenir bien dans les pays dans lesquels ils sont, c'est-à-dire de respecter les lois, les exigences et tout ce qui convient qui est dans les pays d'autrui. Voilà, retour sur ce plateau. Alors, Monsieur le ministre, aujourd'hui, quels sont vos projets en termes de perspectives? Nos perspectives sont à l'image de nos secteurs d'intervention. Pour ce qui est de la diaspora, j'ai l'immense plaisir de les informer que nous sommes dans l'organisation actuellement du Forum international de la diaspora. Ce forum, c'est pour prendre en charge un certain nombre de préoccupations dont nous avons parlé tout de suite. Mais c'est surtout ramener les investisseurs maliens de la diaspora à venir investir au Mali, créer de la richesse au Mali, profiter des facilités et des atouts, des opportunités qui existent au Mali. Et Dieu seul sait que ces opportunités sont énormes. Nous allons, lors de ce forum, mettre en rapport les acteurs de l'investissement, les acteurs publics, les secteurs privés, le monde des affaires, les investisseurs de la diaspora, les experts, que tout ce monde se rencontre pendant ce temps du forum et qu'à l'issue de ce forum, nous sortions avec, nous l'espérons, des idées, des propositions et des engagements clairs d'investissement dans notre pays. Nous allons continuer, dans le cadre, que ce soit dans le cadre de Tunkamblo ou dans le cadre du cadre de concertation créé avec les Maliens de l'extérieur, renforcer le dialogue. Dans le cadre de l'AES, en termes de perspective, nous allons continuer à renforcer tous les mécanismes nécessaires pour la libre circulation des personnes, la libre circulation des biens, la création d'opportunités économiques pour l'ensemble des citoyens de l'AES et aussi, dans le cadre du dialogue avec la CEDEAO, préserver les intérêts de nos compatriotes
partout où ils se trouvent dans les pays de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Alors vous avez un dernier message, Monsieur le ministre, à l'endroit des Maliens de l'intérieur, de l'extérieur, également à l'endroit de nos frères africains qui vivent chez nous. Nous allons continuer à intensifier les actions, à créer le cadre de développement des idées et à donner à notre diaspora toute la place qu'elle mérite pour son plein épanouissement. À l'endroit de notre jeunesse qui migre, mais cette fois-ci qui migre de manière irrégulière, je voudrais l'inviter à revoir ses choix. La migration irrégulière fait des milliers de morts chaque année. J'invite notre jeunesse à penser, à réfléchir avant de s'engager sur cette voie irrégulière qui n'est que mortifère pour notre jeunesse. La protection des Maliens établis à l'extérieur, conformément au point numéro 7 de la lettre de cadrage du gouvernement, restera notre boussole. Nous veillerons à ce que les choix que le Mali a fait de sortir de la CEDEAO ne soient pas des freins à leur épanouissement et que cela ne porte pas préjudice à leurs intérêts. Alors, la diaspora joue un rôle crucial dans le développement économique, social et culturel du Mali. Elle contribue financièrement, mais aussi elle participe à des projets de développement. C'est tout pour ce numéro de Malikoura Tassira 3. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, d'avoir répondu à nos questions pendant une trentaine de minutes. Merci. Merci également à Fadima, ma consoeur de Mandé TV. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Et merci à vous, chers téléspectateurs, et à très vite sur ORTM1.